également sur la guerre des données, donc l'utilisation des données, et le rôle également central que jouent les données dans le contexte actuel, et également des études par rapport à la souveraineté, mais également en termes de sécurité humaine. Donc nous avons fait une synthèse de toutes ces études-là pour faire une présentation, afin que vous ayez une idée, un aperçu sur ce sur quoi nous travaillons, la ligne directrice sur notre compétence, de nos recherches, de nos travaux de recherche. Donc, là, nous avons essayé de faire ensemble une lecture stratégique des vulnérabilités structurelles africaines, donc à travers ces résultats de nos études. Là également, c'est bien avant de progresser, avant d'avancer, de partager un peu les objectifs visés, donc les objectifs stratégiques visés, donc qui sont délimités suivant 4 axes fondamentaux, notamment donc, faire un cadrage stratégique global, donc ce qui va permettre d'avoir une compréhension commune des enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires. Ensuite, essayer d'avoir une grille de lecture commune pour analyser, pour faire une analyse cohérente et transversale des dynamiques africaines. Troisième axe sera d'établir le lien systémique, n'est-ce pas, ce qui va permettre de voir l'interconnexion entre la démographie, l'emploi, les technologies, l'économie et les conflictualités. Et enfin, en quatrième, au niveau du quatrième axe, donc là, ce sera l'objet de dégager le socle analytique, donc les prémices intellectuelles qui vont guider le débat. Donc, nous allons essayer de dégager un peu l'historique, n'est-ce pas, partir de l'historique pour aboutir, n'est-ce pas, à un résultat actuel. Donc là, essayer de faire une lecture sur la mutation de la conflictualité mondiale, n'est-ce pas, donc partir de la guerre des armes à la guerre des données. Donc là, cette étude a été divisée en 3 phases. Donc la première phase qui va de 1945 à 1990. Donc on peut nommer la guerre conventionnelle. Et donc là, il s'agit des affrontements militaires directs, n'est-ce pas, des puissances militaires brutes et des territoriales centrales. Donc en deuxième phase, c'est de 1990 à 2010. Donc là, on parle de guerre asymétrique. Et donc là, c'est l'émergence d'acteurs non étatiques. Il y a les tactiques de guérilla qui émergent également. Et là également, l'objectif, donc les objectifs politiques et idéologiques donc, complexes qui naissent. Et enfin, en troisième phase, c'est la guerre hybride. Donc là, on peut parler de guerre multidimensionnelle parce qu'il fait appel, n'est-ce pas, à l'aspect militaire, à l'aspect économique, à l'aspect informationnel et cognitif. Et dans tout ça, il faut dégager également le rôle crucial que jouent les données. Donc dans cette dernière phase qui est la phase de guerre hybride, donc là, la donnée joue un rôle central, n'est-ce pas, dans la conflictualité, dans les conflictualités temporelles. Et donc là, on a essayé de dégager plusieurs dimensions pour catégoriser un peu. Donc en première dimension 1, donc là, c'est l'identification du contrôle des flux informationnels. Donc là, il s'agit d'avoir une maîtrise des informations, des infrastructures numériques. Par exemple, les câblages, également câblages sous-marins. Il y a également le contrôle des serveurs, parce que qui contrôle les serveurs contrôle pratiquement les données. Et l'enjeu, c'est la domination informationnelle et économique. Deuxième dimension, c'est la manipulation des perceptions. Et donc là, c'est la désinformation, la propagande, la diffusion de fake news, les algorithmes qui permettent également de contrôler les données, de contrôler les sources de données. Et l'enjeu derrière cela, c'est le contrôle cognitif et également la légitimité politique. En troisième dimension, nous avons l'ingénierie sociale, donc, qui consiste à l'exploitation des données personnelles, du profilage comportemental, et l'enjeu visé, c'est la fragmentation sociale et la polarisation.
Et enfin, en dernière position, la dimension 4, c'est l'extraction de ressources. Donc, utiliser les données pour maîtriser les ressources, la cartographie des ressources, afin de pouvoir, n'est-ce pas, dégager des politiques d'extraction des ressources. Donc, l'enjeu, c'est l'accumulation de capital informationnel. Et la position de l'Afrique dans tout cela. Donc, déjà, il faut reconnaître ensemble que l'Afrique, c'est un paradoxe stratégique majeur. Pourquoi? Parce que déjà, donc, nous sommes dans un espace stratégique. Premièrement, en termes de réservoir de ressources. On a des ressources telles que les minéraux stratégiques, l'hydrocarbure, donc les hydrocarbures, les terres arables qui sont disponibles. L'Afrique également représente donc un carrefour géopolitique entre l'Europe, l'Asie et également le Moyen-Orient. Donc, ce qui fait vraiment de l'Afrique un espace stratégique. Il y a également le marché croissant en Afrique avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Donc une population avec une croissance exponentielle, un marché de consommation assez élargi et des potentiels économiques considérables. Donc là également, il y a des variables stratégiques assez importantes qu'il faudra prendre en compte dans nos analyses, notamment la jeunesse africaine. Donc l'Afrique, n'est-ce pas, est un continent avec une population extrêmement jeune, qu'on peut considérer comme une variable stratégique sur laquelle on peut s'appuyer, n'est-ce pas, pour définir nos différentes politiques. Donc avec une population de plus de 60% qui ont moins de 25 ans, donc ce qui peut se traduire par un potentiel démographique assez considérable, mais également qui constitue une vulnérabilité à l'instrumentalisation. Et enfin, là également, il y a la vulnérabilité structurelle de notre continent, avec une insuffisance de gouvernance, absence de stratégie nationale ou régionale cohérente, déficit de politique d'emploi adaptée, et une dépendance vis-à-vis des acteurs externes. Et pour illustrer un peu cette analyse, donc on a essayé de ramener ça donc au niveau de notre pays, le Sénégal, et le prendre comme cas d'étude. Là également, on a essayé de dégager, n'est-ce pas, de catégoriser. Donc là, on a une première caractéristique, donc qui est la sectorialité et la fragmentation sans vision intégratrice. Donc, on est en face d'une duplication des efforts et des gaspillages des ressources, une absence de synergie entre les différents secteurs et une incohérence des objectifs et des moyens qui sont mis en œuvre. Deuxième caractéristique, c'est la déconnexion des réalités productives locales. Donc, la formation dans des domaines qui n'ont pas assez de débouchés, bien pour ne pas dire sans débouchés, une création d'emplois fictifs ou bien non viables, et enfin une inadéquation entre l'offre et la demande de compétences. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est l'absence de stratégie de souveraineté économique, qui se traduit par une priorité au secteur d'exportation, une dépendance croissante aux importations, ce qui est paradoxal, et une marginalisation de l'entrepreneuriat local. Et je pense que ce sera l'occasion, n'est-ce pas, ce sera l'objet plutôt de la présentation de Madame Thiam, qui va peut-être aller un peu plus loin. Et tout ceci, n'est-ce pas, donc, le chômage exorbitant des jeunes, donc qui tourne entre 20 et 25%, un taux de sous-emploi assez élevé, une informalité, n'est-ce pas, qui tourne autour de 90%, qui est extrêmement grave, n'est-ce pas, donc nous mène à une crise non conjoncturelle et qui requiert une refonte stratégique, mais également une déconnexion et qui prouve également une inefficacité des approches sectorielles qui sont actuellement utilisées par nos décideurs et également une déconnexion des politiques par rapport aux réalités. Et la conséquence de tout cela,
c'est qu'on est face à une vulnérabilité géopolitique, une migration forcée ou bien des migrations forcées, une économie informelle qui peut évoluer à une économie de guerre et une fragilité institutionnelle. Donc, le chômage structurel des jeunes crée une convergence de vulnérabilité stratégique, une instrumentalisation qui se traduit par une instrumentalisation géopolitique par des acteurs externes, des migrations forcées qui déstabilisent les régions, une transformation de l'économie informelle en économie de guerre et la fragilisation des institutions démocratiques. Et cette convergence fait de la jeunesse africaine un enjeu stratégique majeur dans la nouvelle conflictualité mondiale. Donc, également, dans nos études, nous avons essayé également de nous rabattre, n'est-ce pas, sur les échanges intercontinentaux. Et là, je pense qu'on essaie de mettre un peu l'accent sur le déficit, n'est-ce pas, en termes d'intégration régionale africaine. Et là, il y a quatre catégories de problèmes qui ont été identifiés. Donc, d'abord, il y a les unions douanières qui sont assez faibles, des infrastructures qui sont fragmentées, notamment des réseaux de transport insuffisants, une connectivité limitée entre pays régionaux. Autre catégorie de problèmes, c'est des monnaies qui sont limitées, donc peu de systèmes monétaires communs en Afrique, et une harmonisation insuffisante des régimes de change. Et enfin, la quatrième catégorie de problèmes, c'est l'harmonisation réglementaire, n'est-ce pas? Donc, avec des normes et standards divergents, des procédures douanières complexes et surtout non harmonisées. On a essayé également de faire un lien entre l'intégration régionale et les dynamiques communautaires, donc pour essayer de trouver des solutions. Donc là, on a essayé également de diviser en 4 dimensions. Donc la première dimension, c'est le développement local et communautaire. Donc ce qui se traduit par le renforcement des PME locales. Je pense que Madame Cham serait plus à même, n'est-ce pas, d'approfondir dans ce domaine-là. Des soutiens aux coopératives, des services financiers décentralisés, l'entrepreneuriat également des femmes et des jeunes. Il y a la dimension développement des ressources humaines également qui est extrêmement important avec la formation professionnelle adaptée. Il y a la dimension développement durable et environnemental avec des enjeux environnementaux du commerce, des pratiques agricoles durables, etc. Et quatrième dimension, c'est la cohésion sociale et l'inclusion, n'est-ce pas, avec la répartition équitable des bénéfices, une protection des petits producteurs, qui est également extrêmement important, et la réduction des inégalités régionales. Et pour recontextualiser, donc là, on peut parler de transition systémique profonde, donc qui se caractérise par une recomposition structurelle, donc passage d'un ordre unipolaire à multilatéralisme conflictuel instable, une montée des conflits hybrides, notamment les conflits donc composés de conflits militaires, économiques, informationnels et cognitifs, une remise en cause des architectures financières, monétaires et commerciales post-1945. Et il y a également la militarisation accrue des ressources stratégiques, des routes commerciales et des technologies critiques. Donc, l'implication de cela, surtout en termes d'enjeux pour l'Afrique, c'est une compétition accrue des puissances pour l'accès aux ressources africaines, une instrumentalisation de la jeunesse africaine dans les conflits géopolitiques, mais également une nécessité d'une autonomie stratégique pour éviter la marginalisation de notre continent. Et également, donc, là, pour avoir une fenêtre d'opportunité afin de construire une intégration régionale forte. Donc, l'impératif stratégique, c'est que l'Afrique doit construire sa souveraineté économique et informationnelle
avant que la fenêtre d'opportunité ne se ferme. La compétition géopolitique s'intensifie et les délais pour agir se rétrécissent de plus en plus. Et on peut conclure en partageant ces variables, n'est-ce pas, qui nous ont permis de pouvoir orienter nos différentes études, n'est-ce pas? Donc là, il y a la variable démographique, donc démographie. Donc là, en Afrique, on peut dire qu'on a une démographie non gouvernée. Et ce qui a comme conséquence une conflictualité latente. Il y a également une absence de souveraineté technologique, ce qui se traduit par une dépendance industrielle, une économie informationnelle non structurée, qui se traduit par une économie de guerre, une marginalisation de l'entrepreneuriat local, donc qui découle à une domination extérieure, un déficit des politiques souveraines, donc ce qui mène à une fragilité institutionnelle, et enfin, une domination des chaînes de valeur mondiales, ce qui se traduit par une économie d'extraction, malheureusement. Et donc, ces 6 variables qu'on vous a présentées ne doivent pas être analysées isolément, mais comme des éléments interconnectés d'un système complexe. Leur convergence va permettre de créer une vulnérabilité structurelle majeure qui structure l'ensemble des dynamiques africaines et constitue le fil conducteur de l'analyse du presse-octogone. Avant de conclure, je me permets, n'est-ce pas, de vous présenter un peu des plateformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler qui vont, je pense, être assez révolutionnaires, n'est-ce pas? Donc, là, par exemple, c'est voilà. Là, ce sont des plateformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc, c'est des projets actuellement de Brest. Donc là, par exemple, nous avons une plateforme qui nous permet d'avoir une cartographie à temps réel, n'est-ce pas, des risques stratégiques en Afrique. Et donc là, on a essayé de nous focaliser sur l'année 2025. Donc, puisqu'il faut toujours avoir des données qui sont réactualisées, et bon, là, malheureusement, au Sénégal, on est toujours confronté à cette problématique de collecte de données. Donc, c'est pour vous permettre d'avoir, n'est-ce pas, un aperçu, n'est-ce pas, sur nos travaux. Donc, nous avons voulu un peu nous répercuter sur les données de l'année 2025. Donc là, par exemple, nous avons cette plateforme-là qui va, donc, c'est une plateforme d'analyse multicouche des vulnérabilités sécuritaires, géopolitiques et économiques, n'est-ce pas, par région africaine. Et donc, ce sont des données qui sont mises à jour à temps réel normalement. Là, par exemple, nous avons 8 zones à risque critique qui sont identifiées. Je ne sais pas si c'est assez clair, donc tout à fait à droite, en haut. Donc là, en termes de pays, nous avons 8 pays qui sont dans une zone à risque critique, 15 pays qui sont dans des zones à risque élevé, 22 pays qui sont dans des zones à risque moyen et 9 pays qui sont dans des zones à risque plus ou moins contrôlé. Et donc là également, nous avons la possibilité d'avoir une visibilité directe à travers cette carte. Donc une carte interactive, donc là qui nous permet d'avoir des informations supplémentaires par rapport à chaque pays, n'est-ce pas? Par exemple, là, si on prend l'exemple de la Libye, donc on a également mis en place un système de scoring par rapport aux différents risques sécuritaires, géopolitiques, économiques. On fait la moyenne, ce qui nous permet d'avoir, n'est-ce pas, un score qu'on va attribuer pour chaque pays. Par exemple, là, pour la Libye, on a un score de risque qui est à 82 sur 10. Donc, l'État a failli avec, État
faibles avec ressources stratégiques. Donc, par exemple, le score pour le risque sécuritaire, c'est de 88. Pour la géopolitique, le score, c'est de 85. Pour l'économie, le score, c'est de 72. Donc, là, c'est juste une illustration. Donc, puisqu'on est un peu contraint par le temps, donc je vais vous présenter l'autre dashboard. Donc là également, c'est une carte qui nous permet d'avoir des informations donc géopolitiques, n'est-ce pas, plus ou moins à temps réel. Là également, ça nous fait une carte qui permet de faire une surveillance temps réel des impacts des conflits mondiaux sur la sécurité alimentaire, les flux commerciaux et la situation économique du continent africain. Donc là également, avec toutes les données qui seront disponibles, et une visibilité également en termes de carte, donc la cartographie qui est là. Donc je vais enlever le zoom pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, donc là en bas, vous avez également la possibilité de visualiser à travers cette carte, donc qui est toujours interactive avec les données qui seront présentées à chaque fois que l'on clique sur une région. Donc là également, il y a une autre plateforme. Voilà. Voilà, donc c'est la plateforme, n'est-ce pas, qui nous permet d'avoir une carte des conflits majeurs en Afrique. Donc, une analyse stratégique, n'est-ce pas, entre 2025 et 2026 avec des données, n'est-ce pas, qui sont, comment dirais-je, qui sont fiables parce que ce sont des données issues de l'ACLED, de l'ONU, ISS Africa. Donc, ces données sont des données qui ont été déjà requalifiées. Donc là également, on peut avoir une visibilité globale à travers la carte, n'est-ce pas, qui nous permet de voir quelles sont les différentes régions concernées, n'est-ce pas. Également, une possibilité d'avoir une visibilité par région. Là, par exemple, on est au niveau du Sahel central, là, Nigeria et la Tchad, au niveau du Soudan, Somalie, etc. Donc là, c'est juste pour vous présenter un peu les travaux sur lesquels nous sommes, n'est-ce pas, donc en termes de géopolitique, n'est-ce pas. Donc pour également vous dire que nous sommes à 100% dans le numérique, parce que on ne peut pas prôner, n'est-ce pas, la maîtrise et l'utilisation des données sans pour autant nous-mêmes être fortement ancrés dans cette utilisation de ces données. Malheureusement, donc on est en Afrique, on a toujours cette contrainte de disponibilité des sources même de données avant de parler de disponibilité des données. Bon, mais tant bien que mal, on essaie d'avancer, on essaie également de nous autonomiser en essayant de voir les possibilités d'avoir nos propres serveurs, nos propres bases de données, etc. Donc là, c'est juste voilà, pour vous montrer un peu, en gros, ce sur quoi le Brest Octogone travaille, ce sur quoi le Brest Octogone réfléchit, n'est-ce pas, mais également en termes de perspective, là où le Brest Octogone voudrait aller, avec bien sûr votre accompagnement. Je pense que là, on peut conclure notre présentation. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.